Bonjour à vous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 septembre 2024. Il est 23h26 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Aujourd'hui, c'est l'entretien de la colère numéro 14 que j'ai intitulé L'Occident, un asile psychiatrique à ciel ouvert. En effet, comment ne pas s'interroger sur la nature de ce que nous sommes en train de vivre? Comment ne pas être à chaque instant, à chaque événement dramatique, à chaque situation nouvelle et à chaque décision afférente à ces faits, prise par des instances administratives, judiciaires ou politiques? Comment ne pas être surpris, choqué, puis révolté? Il ne se passe pas une journée sans que votre esprit, votre bon sens, votre résilience soit heurtée, sans que votre conscience soit meurtrie par l'issue de tel ou tel fait divers, de telle ou telle loi ou décret. Il n'existe plus aucun événement qui ne vous apporte une raison de vous angoisser, de vous interroger. Où allons-nous? Vers quel destin? Que vont devenir nos enfants? Plus rien de ce que vous avez connu, de ce que vous avez appris n'a de sens. Toutes les valeurs qui étaient les vôtres ont été inversées. Ce qui vous semblait juste est maintenant punissable, et ceux qui autrefois étaient condamnés pour ces actes sont maintenant portés au nu. Le mensonge est partout et règne en maître. La vérité est condamnable et sévèrement punie. Rappelez-vous, cela a commencé, du moins cela a été révélé au grand jour en 2020, lors de la fameuse fausse pandémie, car en effet, il y avait déjà depuis très longtemps des mesures prises pour nous enfumer et nous tromper, mais nous n'y prenions garde. Donc, en début 2020, nous avons eu l'énorme enfumage qui a consisté à nous convaincre qu'une épidémie mortelle qui faisait moins de victimes que la grippe saisonnière allait éradiquer la moitié de la population mondiale et qu'il n'existait aucun médicament pouvant la combattre. Parallèlement à cette affirmation péremptoire, l'interdiction de soigner a été instaurée. Vous avez bien entendu. Interdiction de soigner. Vous avez cru pendant des siècles que les médecins avaient pour but principal de soigner les gens. Eh bien non, il n'en était rien. Leur but était maintenant de les renvoyer chez eux et d'attendre que le mal empire pour pouvoir alors leur injecter un produit qui les sauverait et les immuniserait contre cette terrible maladie, cause d'une mortalité inférieure à 0,1% de la population. Nous avons donc assisté à un renversement des paradigmes de santé publique qui était maintenant de laisser les gens malades chez eux jusqu'à ce qu'ils guérissent ou que leur maladie s'aggrave, ce qui permettrait dès lors, et seulement en cas d'aggravation, de tenter de les soigner, non pas avec un médicament qui était censé ne pas exister, mais avec une injection expérimentale dont les essais n'étaient pas encore terminés. C'est alors que le Conseil de l'ordre des médecins est entré dans le jeu de cette énorme comédie et a sévi à tour de texte, érigeant comme nouveau principe du serment d'Hippocrate « Nul médecin n'est censé soigner tant que le malade n'est pas mort » et a poursuivi chaque médecin qui n'avait pas encore compris la nouvelle médecine de Big Pharma, ceux qui avaient l'outrecuidance et la folie de donner un médicament censé ne pas exister, mais qui cependant soignait le patient en quelques jours,
étaient aussitôt sanctionnés et certains rayés de la profession comme ayant commis le pire crime possible, guérir leurs patients. Par contre, ceux qui avaient parfaitement compris où était leur intérêt et n'avaient qu'une vague idée de ce que signifiait le serment qu'ils avaient prononcé quelques années auparavant, s'employaient avec ferveur à administrer la plupart du temps sans consentement, ni éclairé ni autre, l'injection miracle censée protéger de la maladie et de la contagion, ce qui n'était vrai ni pour l'un ni pour l'autre. Cette information leur ayant été connue bien avant qu'ils commencent ces opérations qui s'avéreront pour certaines mortelles. Au diable la déontologie, et si le Conseil de l'ordre le préconisait, c'est que c'était vrai. D'autant plus vrai que ça rapportait gros. Certains se faisaient dans les 30 000 euros par mois. C'était quand même mieux que de prescrire une quelconque pilule avec une ordonnance à 25 euros. Nous avons aussi assisté au classement de l'hydroxychloroquine en médicament dangereux sur la base d'une étude foireuse parue dans le Lancet, rétractée par la suite comme frauduleuse, ce qui n'entraîna pas pour autant l'annulation de la décision. N'est-on pas dans un monde de fous? Ce médicament que j'ai moi-même journellement pris pendant presque 30 ans, car je vivais en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, où le paludisme est endémique, ne m'a jamais tué. Et j'arrive à ce jour à l'âge de 88 ans. Folie toujours, inversion des valeurs et mensonges érigés en vérité, car constamment répétés. Attendez, soyez patients, nous n'en sommes qu'au début. N'oublions surtout pas le décret Rivotril, qui est une première dans un régime qui se tarde d'être démocratique, car en effet, de quoi s'agit-il? Rien de moins que l'autorisation donnée à un petit groupe d'individus de mettre à mort des personnes âgées qui seraient considérées comme étant en fin de vie. Cette décision étant basée sur des tests PCR tellement amplifiés qu'ils sont capables de vous trouver n'importe quoi. Cerise sur le gâteau, si l'on peut dire, ce décret prévoyait d'appliquer le traitement au Rivotril aux personnes malades du SARS-CoV-2, mais aussi à celles soupçonnées de l'avoir. Il est également à noter que la décision d'administration de ce médicament de fin de vie, qui avait pour effet un arrêt respiratoire, qui aurait dû être prise par un collège d'au moins 3 personnes du corps médical, était souvent prise en urgence par une seule personne, la nuit, après un coup de téléphone au médecin de garde, les familles n'ayant par ailleurs jamais été consultées. Il faut noter aussi que les autopsies demandées par les familles ont été systématiquement refusées. Il faut donc le dire, ce gouvernement a tué sciemment nos anciens dans les EHPAD en leur administrant du Rivotril sur la base de tests PCR non fiables. Voilà la vérité. Aurions-nous pensé cela possible il y a seulement 4 ans? Aurions-nous même pu l'imaginer? Aucune personne sensée, douée de raison, aurait pu penser qu'un gouvernement, que des personnes chargées de la conduite de la nation, puissent agir de la sorte. Et pourtant, cela a eu lieu, et nous avons accepté. Même les familles concernées n'ont guère réagi. Sommes-nous également devenus fous pour accepter l'inacceptable? Qu'ont-ils fait de nous, Français frondeurs et râleurs, prêts à tout pour nos libertés? Nous sommes maintenant des moutons, courbant la tête et restant passifs devant le pire. Mais allons encore plus avant. Quelles mesures ont été prises pendant cette crise de fausse pandémie et quelles en ont été les conséquences? Une des principales mesures a été le confinement, dont nous sommes en train de payer la note. Or, cette mesure avait été déconseillée par le plan pandémie de 2019 comme étant contre-productive, donc néfaste, et ayant au contraire un effet délétère
sur la contagion. Pourquoi a-t-il été adopté? Encore un effet de la folie de nos dirigeants? Ou alors autre chose? Souvenez-vous aussi que nous avons accepté de nous donner à nous-mêmes le sauf-conduit qui nous permettait de nous déplacer dans un rayon restreint autour de notre domicile. Nous sommes restés passifs en écoutant un haut responsable nous dire que nous pouvions consommer assis, mais pas debout, dans un bar ou un café. Nous avons accepté de porter un masque en extérieur, alors qu'aucune justification scientifique ne le préconisait. Nous avons entendu des médecins de plateau venir nous asséner avec suffisance qu'il était indispensable d'injecter les enfants et les femmes enceintes, ce qui est considéré maintenant, mais était déjà connu des initiés comme étant criminel. Et tous ces mensonges, ces slogans à la télévision, tous plus faux, plus mensongers les uns que les autres, tous vaccinés, tous protégés, faites-vous vacciner si vous voulez revoir mamie. Nous avons même assisté à une démonstration d'un médecin de plateau qui, partant du fait que des milliards de personnes avaient été injectées, en déduisait que nous pouvions donc dire que nous avions aussi des milliards d'années d'expérience de ce produit. La folie avait atteint un sommet. Et tout cela pour quel résultat? Nous sommes parmi les pays ayant eu le plus de morts et avons maintenant une dette colossale, accrue par ces mesures injustifiées de 900 milliards. La Suède, qui n'a pas confiné, a eu beaucoup moins de morts. Et ne parlons pas des pays africains qui ont soigné et n'ont pratiquement connu aucun décès dû à ce virus. Mais avançons encore un peu. Nous avons également fait quelque chose d'assez énorme, sans que l'opinion publique ne s'en émeuve outre mesure. La suspension de certaines catégories de la population, c'est-à-dire une sorte de mort sociale, pour des personnes qui refusaient de se faire injecter. On a voulu les faire passer pour folles, dangereuses pour la société, alors que c'était elles qui avaient raison et avaient de bonnes raisons de refuser. En effet, cette injection était encore en phase d'essai, et les laboratoires qui les produisaient avaient refusé d'en assurer d'éventuels effets secondaires, ce qui était largement suffisant pour comprendre qu'il y avait un loup. Cependant, une campagne de dénigrement a été lancée avec la complicité des médias aux ordres, qui devront bien entendu un jour rendre des comptes, car leur action depuis plusieurs années a permis la mise en place de toutes les mesures restrictives de liberté que nous connaissons. Sans les médias complices, rien n'aurait pu être fait. Ils ont contribué d'une manière décisive à la manipulation de l'opinion et continuent à le faire particulièrement en ce qui concerne le conflit OTAN-Russie. Mais revenons à la suspension du personnel soignant et autres personnels assujettis. Ils l'ont été sur la base d'une étude biaisée, qui a ensuite été rétractée. Toutes les bases sur lesquelles ils ont subi cette humiliation se sont avérées au fur et à mesure du temps qui passe erronées. Pensez-vous que cela ait entraîné automatiquement leur réintégration et leur indemnisation? Que nenni! Ils sont encore nombreux à être en déshérence et dans une situation morale et financière dramatique. Normal, c'est la folie qui nous dirige. Nous en avons chaque jour la preuve. Ce sont les lanceurs d'alerte qui sont punis et persécutés, et non ceux qui ont été dénoncés du fait de leur turpitude et crimes divers. Nous avons eu Assange puis Snowden, et aussi moins connue mais tout aussi méritante et maltraitée, Stéphanie Gibault, qui a dénoncé les pratiques malfaisantes de la banque UBS en France, permettant ainsi que le ministère des Finances de notre pays récupère une somme très importante. Croyez-vous que cette dame ait eu droit à une aide quelconque pour compenser les effets de son action?
qui bien entendu l'ont conduite à une situation plus que précaire. Elle n'a eu pour tout viatique que le mépris de l'administration. Normal, nous sommes chez les fous. Que dire également de la sécurité en France et du traitement de la délinquance par la justice? Nous sommes là véritablement et de plus en plus dans le domaine de l'irrationnel et de la folie. Nous assistons à une sorte d'inversion des peines, où ce qui était autrefois le délinquant semble être parfois devenu la victime. C'est ainsi que nous avons un juge qui offrait sa fille sur Internet, qui se voit condamné à 1 an de prison ferme, mais dont la peine en appel est ramenée à 2 ans avec sursis. Nous avons également très souvent des squatters qui portent plainte contre le propriétaire qui, voulant récupérer sa maison, sera quelquefois conduit à employer la force ou simplement à changer la serrure. Il sera condamné, bien sûr, à chaque fois. Nous constatons actuellement, particulièrement en Grande-Bretagne, une recrudescence des agressions par des migrants en situation illégale. Et nous assistons à des réactions de défense qui pourraient paraître logiques à tout un chacun, mais qui manifestement ne le sont pas pour la police, qui préfère sévir contre l'agressé que l'agresseur. De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant cette inversion des valeurs. Ne vous offusquez pas, nous sommes chez les fous. Et que dire des refus d'obtempérer, qui sont maintenant journaliers et se terminent souvent par la mort d'une personne ou de plusieurs. Certains trouvent à ces personnes qui refusent une injonction policière des excuses. Ils sont pressés, ils vont travailler, ils n'ont plus le permis, ils sont obligés de prendre leur voiture, etc., etc. Mais n'est-ce pas fuir ses responsabilités que d'agir ainsi? Si on a choisi d'enfreindre la loi, il faut en assumer les conséquences lorsqu'on se fait prendre, et non en faire porter la responsabilité sur d'autres personnes qui vont soit perdre la vie, soit rester infirmes. Ce sont des lâches qui ne méritent aucune mansuétude et doivent être sévèrement sanctionnés. Malheureusement, nous en arrivons toujours au même constat. Ces personnes irresponsables, lorsqu'elles sont appréhendées, s'en tirent avec des peines légères. Et ce sont eux qui ont risqué quelquefois leur vie pour les arrêter. Et ce sont ceux qui ont risqué quelquefois leur vie pour les arrêter, qui sont souvent inquiétés pour un soi-disant manquement à un article de tel ou tel arrêté ou loi. Un bon avocat ne sera pas en peine pour trouver une faille dans le dispositif afin d'entraver au maximum l'action de la police. Non que je nie qu'il y ait parfois des bavures et des excès de la part des policiers, et qu'il soit nécessaire de les condamner. Mais un refus d'obtempérer doit être réprimé par la justice plus sévèrement. Je voudrais maintenant vous parler de l'immigration et de l'Union européenne, qui lui est intimement liée. En effet, les gens parlent le plus souvent d'immigration illégale, mais ce n'est en fait qu'une infime partie de l'immigration constatée dans les pays européens. L'immigration légale prévue par l'Union européenne est de l'ordre de 4,5 millions, alors que l'illégal est d'environ 10% de l'immigration légale, soit environ 450 000 individus pour toute l'Europe. Quoi qu'il en soit, le problème de la gestion de l'immigration ne peut être traité qu'en prenant en compte le fait que l'Union européenne est favorable à une immigration de masse et qu'elle ne peut maîtriser les flux tant que l'espace Schengen existe. Les migrants entrant par l'Italie ou l'Espagne ou autres pays peuvent ensuite se diriger où bon leur semble, dès lors qu'ils ont atteint un pays de cet espace Schengen. Nous ne pourrons maîtriser ces flux qu'en sortant de l'Union européenne et en reprenant notre souveraineté, nous permettant de mettre en place des mesures efficaces de gestion de l'immigration. C'est du simple bon sens. Mais comment faire entendre raison à des gens soumis à un matraquage continuel de fausses informations et de contre-vérités?
Les fous qui nous dirigent nous ont conduits à admettre que la liberté c'est l'esclavage et que la guerre c'est la paix. Ils ont réussi à créer un monde orwellien dont la plupart d'entre nous semblent se satisfaire. Ces fous ne se contentent pas d'être fous, mais ils sont également pervers et psychopathes. Et ils s'attaquent maintenant à nos enfants en bas âge par une sexualisation dès l'âge de 4 ans. Nous assistons à des scènes qui dépassent l'entendement, allant même jusqu'à mettre en scène l'acte sexuel devant des petits ébahis, simulation mise en scène par M. Miloro. Ne sommes-nous pas dans un monde de folie? Je n'insisterai pas sur le traitement médiatique des guerres en Ukraine et à Gaza. Nous avons atteint des sommets dans la perversité et l'abjection. Quant à la censure sur les réseaux sociaux classiques, elle a également atteint des sommets dans le ridicule. Tous ces changements profonds, ces entraves à nos libertés, ces tentatives d'enfermer la pensée pour la conduire dans une seule direction, peuvent-elles être l'œuvre de fous, ou est-ce bien autre chose de plus subtil et beaucoup plus dangereux? C'est vrai qu'au premier regard, qu'à la première analyse, on pense à la folie. Mais en approfondissant et en mettant bout à bout tous les événements survenus, nous arrivons à une seule conclusion. Ces gens ne sont pas fous au sens premier du terme. Ce sont des psychopathes intelligents, pervers et sans conscience. Rien ne les arrête dans l'accomplissement de leur plan mûri de longue date. Ce plan, vraisemblablement, a commencé à mûrir dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les sphères de la haute finance, sous la férule de grands banquiers de cette époque. Il a ensuite été affiné au sein d'organisations créées au fur et à mesure de son élaboration, organisations dont on prenait la direction en installant des hommes tout entiers dévoués à ce projet. Puis il y a eu certainement un tournant que je situe dans les années 80 à 90, où les organisations criminelles et la haute finance ont noué des alliances et ont ainsi considérablement renforcé leur pouvoir. Je pense que petit à petit, c'est le crime organisé qui a pris le pouvoir, et c'est ce que nous constatons actuellement. Le monde occidental est dirigé par des hommes entièrement sous la coupe du crime organisé, qui veut réaliser le projet de domination mondiale initialement prévu par la haute finance. Nous avons maintenant une telle osmose entre la finance et le crime qu'il est difficile de faire la différence. Nous pouvons ainsi expliquer des décisions qui semblent tellement contraires à l'intérêt général, des cessions d'actifs allant à l'encontre des intérêts du pays, des destructions des pans entiers de l'économie, des destructions de services publics qui n'ont pour but que de servir les intérêts privés, des politiques ne tenant aucun compte du vote populaire et allant même à l'encontre de sa volonté. Tout cela s'explique fort bien si l'on admet que c'est le crime organisé qui dirige nos nations. Je terminerai enfin par une dernière considération. Le nazisme n'a pas disparu après la Deuxième Guerre mondiale. De nombreux nazis ont été recyclés par les États-Unis et reclassés qui dans l'Union européenne, comme Walter Einstein, puis von Braun à la NASA, et aussi beaucoup d'autres qui sont passés sous les radars. Il ressurgit actuellement en Ukraine et est certainement encore très actif dans beaucoup d'organisations plus ou moins occultes, inspirant ceux qui veulent nous assujettir. Il s'agit donc d'un véritable complot contre la civilisation occidentale, contre la chrétienté, contre les libertés, contre les peuples, particulièrement en France, qui avait une réputation de peuple difficile à gérer,
frondeurs et râleurs. C'est pourquoi nous constatons qu'en France, les contraintes deviennent de plus en plus fortes, devenant en quelque sorte un test pour l'ensemble des autres pays du bloc occidental. Si ça passe sans difficulté en France, alors on peut y aller et les appliquer ailleurs. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Nous ne devons rien attendre de ceux qui sont censés nous représenter et nous protéger. Ils sont là pour nous détruire et nous réduire à l'esclavage, soyez-en sûrs. Il nous reste peu de temps avant la chute finale. C'est à vous de voir ce que vous devez faire. Pas demain, mais maintenant. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. J'espère.